Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal Mathieu et donc je travaille chez Publicis Sapient en France où j'anime les équipes qui s'occupent tout ce qui est Customer Experience et innovation. Je reviendrai en conclusion rapidement sur Publicis Sapient. On a eu envie de partager avec vous un certain nombre de réflexions qu'on a pu avoir sur la façon de bien comprendre les tendances. En ce moment, on est dans une période où c'est le grand jeu, le grand jeu des tendances. On est en début d'année. Il y a eu le NRF il n'y a pas longtemps. Et donc, on a essayé de prendre un peu de recul avec mes camarades américains. Et pour prendre ce recul, on s'est donné un cadre, un framework, donc qu'on a appelé Yesterday, Tomorrow, Today, Tomorrow, donc hier, aujourd'hui, demain, pour vous aider à essayer de réfléchir à la meilleure façon d'aborder toutes ces tendances. Donc la première chose déjà qui nous est apparue, c'est qu'on est dans ces années post-Covid et on a un peu l'idée reçue que si on pense retail, que le Covid a eu un impact négatif sur le retail, puisqu'en fait tous les magasins étant fermés, forcément on pourrait penser au premier degré que le retail en a souffert, mais c'est exactement le contraire qui s'est passé en réalité. Et c'est ça qui nous intéresse en fait, et c'est nous dans notre contexte aussi de réflexion autour du digital, c'est qu'en fait on va s'apercevoir que le digital a vraiment aidé le retail à changer de braquet, à changer de dimension. Il y avait plein de tendances et d'idées qui étaient latentes, qui tout d'un coup ont pu s'exprimer dans le contexte de cette pandémie. Si on regarde ce que vous voyez en ce moment sur l'écran, donc on a le début de la pandémie où là tout le monde est catastrophé, on coupe les coûts, c'est difficile, et on arrivait sur une courbe qui, vous voyez, qui est courbe de croissance à peu près, non pas plate, mais tranquille, et en fait si on projette cette courbe, on voit à peu près où on aurait dû finir aujourd'hui en 2022, et on voit qu'en fait sur le volume du retail, là on est aux États-Unis, en fait on est bien plus haut. Donc il s'est bien passé quelque chose, les magasins étaient fermés et pourtant il s'est vendu plus de choses. Et donc ça c'est une clé de lecture qui va être importante parce que tout ce qui s'est débloqué pendant cette période-là, en fait c'est autant de choses sur lesquelles vous allez devoir capitaliser puisque dans ce développement de votre activité retail, ça va être difficile de passer à côté. Pour confirmer ce chiffre, en fait, là, ce que vous voyez en bleu, si on se met sur 2 ans, et là on est sur l'année 2021, donc le volume du retail par rapport à 2 ans avant, donc la croissance du retail a été donc énorme dans cette année 2021. Et quand on regarde 2022, on est parti sur le même type de tendance. Donc une fois qu'on a posé ça, en fait, comment est-ce qu'on commence à réfléchir à ce que ça veut dire et ce que nous, aujourd'hui, on peut en tirer pour investir. Donc, on a cette idée que pour savoir où on va, c'est toujours bon de savoir d'où on vient. Donc, cette idée que, en fait, quand je trace une ligne entre le passé hier et le présent aujourd'hui, si je continue cette ligne, c'est intéressant de se dire où est-ce qu'elle va finir. Un peu comme dans ma première slide, où on voyait si je continuais sans qu'il y ait toutes ces disruptions, si je continuais la courbe, où est-ce qu'elle allait finir. C'est un peu comme ça qu'on raisonne tous. Alors, premier exemple, on s'est amusé avec la consommation de médias et on va voir à quel point c'est important dans notre contexte digital. En bleu, vous avez l'évolution donc de la consommation de médias digitaux. Et en noir, vous avez l'évolution de la consommation de médias traditionnels. Vous allez me dire, pas de surprise. En attendant, le point d'inflexion, on voit bien que là qu'il est avant le Covid, et on voit bien qu'on a une accélération dans les dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que si on additionne année par année tout le temps passé, on s'aperçoit qu'en fait, ce temps global augmente. Donc, si on se met dans le passé, finalement, j'avais 254 minutes qui étaient passées devant la télévision au début des années 90. J'avais 38 minutes dans les magazines et j'avais 47 minutes passées à lire un journal physique. Aujourd'hui, et encore une fois, je ne vous apprends rien, on est bien dans on sait qu'avec l'émergence du mobile, en fait, forcément, on a pris un petit peu de temps à la télévision, on a pris beaucoup de temps à la lecture de magazines physiques, puisque évidemment, on va les lire sur nos médias digitaux, et on a pris énormément de temps à la lecture physique de journaux papier. Mais là où ça devient intéressant, et ça va être notre framework, c'est si je
continue de tracer cette ligne, qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui se passe dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, si je continue cette ligne? Mais en fait, il se passe des choses aussi extrêmes que ça. Et donc là, tout d'un coup, on se dit, si je suis dans un monde où j'ai 759 minutes qui sont consacrées au mobile et j'ai plus rien sur le papier et j'ai plus rien, ou j'ai beaucoup moins, pardon, sur la télévision, ben en fait, ça, on en fait quoi? Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que aujourd'hui, on a déjà fait ce début de disruption digitale qui a été accéléré encore par le Covid. Mais si on se projette encore plus loin, dans un monde où je double, voire je triple l'usage du mobile, en fait, et donc du digital en général, en fait, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de ce qu'on fait au quotidien et de la façon dont on achète des choses, de la façon dont on chope. Alors, par analogie, on peut essayer de comprendre et de voir un peu de ce framework, ce qu'on veut dire quand on se projette. C'est-à-dire qu'on vient d'un monde où j'avais une voiture, je conduis ma voiture. L'émergence de l'usage des outils digitaux a permis l'émergence d'outils comme Uber. Donc là où je ne conduis plus ma voiture, je me fais conduire. Mais en fait, si je projette dans cette capacité digitale qui est exponentielle, ben en fait, personne ne doute aujourd'hui qu'un jour ou l'autre, on va aller vers les voitures autonomes. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, encore une fois, le framework qu'on partage avec vous là, c'est de se dire, nul ne doute que les voitures autonomes, un jour ou l'autre, ça va être là. Parce que c'est simplement la continuation de ce chemin. Et donc ça, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Si on regarde le travail et l'évolution de la façon dont on travaille, ce qui a permis le digital, et donc pendant le Covid, c'est de travailler à la maison, que personne n'aurait pu anticiper juste avant, à ce point-là, qu'on réussisse aussi rapidement que ça à tous se mettre sur Zoom, sur Teams, et donc en fait à pouvoir continuer à travailler. Donc au même titre qu'on l'a vu tout à l'heure, le retail a continué avec le Covid grâce au digital, bah pareil, le travail a continué pendant le Covid grâce au digital. Mais si on se met dans ce truc où j'ai multiplié par 2, 3, 4 les possibles usages digitaux, à ce moment-là, qu'est-ce que ça m'ouvre comme champ? Et donc on sait que le métaverse est un champ qui est évidemment en friche, mais qui va être très important. Donc en fait, là, je trace encore une fois mes lignes. Si on regarde du point de vue du temps passé et de l'influence que va avoir le digital, là vraiment on est sur le retail et sur les sales. Hier, j'avais à peu près la moitié de tout ce qui pouvait être acheté qui était purement des achats online. C'est-à-dire que je suis dans le magasin, je choisis, je regarde, je prends, je m'en vais. Et avec un tiers des ventes qui étaient influencées par le digital et puis 13% sur le e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est pas beaucoup plus qu'au début des années, milieu, fin des années 2000. Si on regarde vraiment strictement le pourcentage. En revanche, les ventes influencées par le digital ont fait un énorme bond en avant. Mais si je continue à projeter cette ligne, en fait, je me retrouve dans un monde où je n'ai plus que 10% de tout ce qui est acheté, qui est purement acheté en ligne, où je vais dans un magasin, j'achète et je m'en vais. Donc, je vais avoir des sales et du retail qui est à 90% influencé par le numérique. Et donc, on s'est intéressé à se dire, OK, puisqu'on se focus là sur le retail avec cette méthodologie de je continue les lignes, bah, regardons le retail rapidement là, en termes de convenience en anglais, hein, la facilité de faire les choses d'un point de vue consommateur. Qu'est-ce que j'attends? Hier, le truc génial quand je faisais des courses, c'était d'avoir un parking géant où je ne me prenais pas la tête comme en centre-ville pour pouvoir me garer, pour pouvoir aller dans le magasin. C'était considéré dans les années 70 comme le summum du truc génial qui change la vie. Aujourd'hui, Amazon évidemment, donc je vais, grâce au digital, cette première rupture, je vais pouvoir me recevoir chez moi facilement à peu près tout ce dont j'ai besoin. Mais en fait, si on trace cette ligne, et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble maintenant, c'est, si je regarde au-delà des premières applications numériques, si je suis dans un monde où j'ai triplé, quadruplé l'usage du digital, mais en fait, dans le retail, qu'est-ce qui va rester? De quoi est-ce qu'on est sûr, dans les 10 ans qui viennent, que ça va être des choses lourdes auxquelles tout le monde va s'adapter. Donc on en a sélectionné un certain nombre, donc dans ce maquis de toutes ces tendances, et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Donc la première chose dont on est sûr, c'est ce concept de auto-replenishment en anglais. C'est, dit autrement, si j'ai un usage du digital qui est généralisé et que j'ai digitalisé toutes les supply chains comme il faut, que j'ai bien réfléchi à toutes les méthodes,
honnêtement, on est en 2023. Est-ce qu'on peut penser qu'en 2030, je vais me retrouver à court de papier toilette dans mes toilettes? Ou je vais me retrouver à court de filtres Brita? Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore la méthode. Là, j'ai mis le dash button, on sait que c'est un échec. Mais en fait, tout ça va dans le même sens. À chaque fois, on fait des petits pas où on se dit, tout ce qui est du domaine de la commodité, j'ai aucune raison d'aucune sorte de me dire que je vais devoir aller dans un magasin, je vais devoir réfléchir à est-ce que je ne vais pas tomber à court, je vais devoir aller physiquement dans un magasin pour quelque chose qui n'a aucun intérêt dans l'absolu, puisque c'est une pure commodité. Donc là, c'est sûr que si on se projette là, tous les fabricants de commodités auront trouvé des moyens de résoudre cette question du replenishment. Est-ce que c'est par l'Internet des choses et où c'est mon objet qui commande lui-même et qui passe sa commande? Est-ce que c'est parce que mon vendeur, ici dans cet exemple Amazon, a compris que je renouvelais tous les X et que l'IA est devenue suffisamment fine pour savoir exactement quand il faut? Ou est-ce que c'est parce que j'ai l'aide d'un bouton pour le faire? En fait, fondamentalement, quelque part, on ne sait pas encore, mais on sait que ça va arriver. Donc ça, c'est donc première idée, ce concept d'auto-replenishment est quelque chose sur lequel il faut vraiment se pencher et réfléchir. Deuxième chose, c'est cette idée de made to order. Donc c'est, en bon français, fabriqué à la commande. Et donc là, même chose, je me projette. Aujourd'hui, on sait qu'on a eu un bond en avant avec la fast fashion. On a eu un bond en avant de cette envie de choses toujours fraîches, toujours plus vite. Mais aujourd'hui, on est en face d'un paradoxe avec la fast fashion, pour prendre cet exemple-là, d'un paradoxe qui est que on produit trop, à trop de coûts environnementaux et à trop de coûts tout court. Et donc, en fait, on est relativement coincé. Et en fait, cette idée qu'on voit dans la fast fashion, on peut l'appliquer quasiment à tout. C'est-à-dire que, même chose, si on se projette, quiconque produit quelque chose, fabrique quelque chose, il n'y a aucune raison, et en plus avec les attentes de personnalisation, il n'y a aucune raison de ne pas le fabriquer à la demande. Et donc ça, si on prend des exemples actuels qui commencent à émerger, aux États-Unis par exemple, je peux me faire des t-shirts à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment prendre à la fois, c'est de l'hyper sur mesure, et c'est fabriqué parce que j'ai demandé à ce que ça soit fabriqué. Donc vertueux, pas de stock, la supply est hyper simplifiée, et donc conceptuellement, il n'y a aucune raison que ce type de choses ne se généralise pas. Pourquoi? Parce que c'est du bon sens numérique quelque part. Donc même chose, accélération des usages, c'est sûr que la fabrication à la commande va s'accélérer. Un petit exemple pour le clin d'œil, et on voit un peu tous les avantages. Anniblatt, qui était une marque qui avait quasiment disparu, donc a été reprise, mais en fait, il n'y a pas de boutique Anniblatt, tout se passe en ligne, et surtout, quoi que j'achète sur le site, donc c'est du tricot, va être fabriqué à la demande. Donc je vais acheter le pull, et donc les avantages qui sont évidents, pas de stock, un modèle unique, des délais raccourcis et la garantie d'une fabrication française de qualité, puisque on le sait, l'hyper local est aussi quelque chose de lourd. Donc en fait, si je prends un peu tous ces indices-là, ça m'emmène sur le fait que la fabrication à la demande est quelque chose qui va devenir important. Donc dans les tendances lourdes, on a beaucoup parlé de l'impression 3D, ça rentre là-dedans, ça fait un moment que sur la courbe de Gartner, on est un peu dans le trou, mais fondamentalement, on sait que tous ces concepts de fabrication à la demande vont devenir très important. Data as a personal asset, ça c'est quelque chose qu'on pense qui va être très important. C'est-à-dire que si on prend tout ce qu'on sait autour de l'évolution du RGPD et des attentes de RGPD, si on dit RGPD, et c'est une réalité absolue, dans le contexte RGPD, et de plus en plus, la donnée appartient à son propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, ma donnée, donc là j'ai ici, ça c'était au NRF cette année, je me suis fait scanner pour avoir ma taille exacte, pour pouvoir avoir, dans cet exemple, grâce à mon téléphone, l'exacte taille de mon soutien-gorge. Cette donnée-là, elle m'appartient à moi, elle n'appartient pas à la marque. Et donc en fait, si on connecte un peu tous les points, on va vers un endroit et un moment où, moi en tant que consommateur, si je veux les bénéfices de partager ma donnée,
ben, en fait, je vais me balader avec ma donnée m'appartenant. Et donc, en fait, on va avoir des wallets de données qui vont être de plus en plus précis. Pourquoi? Parce que les marques ne pourront pas avoir la donnée qui est nécessaire pour pouvoir faire de l'hyper-personnalisation et des choses de très grande qualité. Par contre, moi, en tant que consommateur, si je ne veux pas que vous l'ayez, en revanche, je veux que vous en serviez. Donc forcément, on va avoir des choses de plus en plus sophistiquées. Donc là, dans les autres exemples, typiquement, simplement, si je prends Yuka, en fait, le simple fait de savoir que je suis végétarien et sans gluten, ça, c'est une donnée où il n'y a pas que chez Yuka que cette donnée elle a un intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment, partout où je fais des courses, que ça soit en ligne ou pas en ligne, c'est une donnée qui est hyper utile pour moi en tant que consommateur. Et donc, en fait, la centralisation de cette donnée et de cette donnée personnelle est quelque chose qui va être, on pense, très, 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 très important. Donc, c'est vraiment ce concept d'asset autour de la data, mais qui est un asset personnel. Tout ce qui est logistique est amené et doit devenir donc complètement seamless, y compris donc là la reverse logistique, donc effectivement la bonne gestion des retours. Mais en fait, si on regarde là aussi, donc c'est chaque année on a notre lot encore une fois avec le NRF, avec tous les événements retail, mais pas que. Le CES, c'est pareil, on a tous nos lots donc typiquement, par exemple, les drones, pareil, dans la courbe de Gartner, dont on a beaucoup parlé, c'est sûr que c'est des solutions qui, à terme, multipliées par toutes les autres, vont faire qu'on va s'approcher d'une logistique, absolument seamless, donc absolument fluide. C'est que moi, en tant que consommateur, je ne veux pas me poser de questions, je veux que ça soit comme je veux. Je veux pouvoir faire mon retour avec une étiquette qui est préimprimé directement dans le carton, comme ça commence à se faire de plus en plus. Du point de vue de la rentabilité, du côté de la logistique, si je fais mes courses en ligne, je vais avoir de plus en plus d'énormes entrepôts automatisés qui sont capables de fabriquer ma commande de la façon la plus efficace. Et là aussi, chaque année, on voit des nouvelles solutions de plus en plus pointues qui arrivent. Carrefour fait des essais pour me livrer directement dans mon frigo. La multiplication des lockers. En fait, encore une fois, là, rien de nouveau sous le soleil, mais si je me projette et que je me dis que toutes ces solutions sont généralisées par tous les gens qui ont des choses à me livrer, en fait, j'arrive dans une efficacité qui est une efficacité absolument absolue et optimale. Et là, c'est pareil. Encore une fois, je ne me projette pas à 1 an, à 2 ans, mais à 5, 6, 7 ans, c'est obligé que je sois arrivé à une maturité qui fasse que d'un point de vue consommateur, tout ça va être encore plus fluide et coordonné que ça n'est maintenant. Donc forcément, sujet très important. Avec le Covid, on a aussi appris que c'était pas nécessaire d'opposer digital et humain. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis dans un meeting sur Zoom ou sur Teams, en fait, je suis quand même en train d'interagir réellement avec des humains et je suis pas en train, même si je peux être en train de le faire par ailleurs, mais c'est différent d'être en train de chatter avec un humain. Donc en fait, on voit le retour de plus en plus, grâce à toutes ces technologies, de l'humain dans le digital. Donc là, on a un petit exemple à gauche, là où je suis en train d'acheter cette chaise. Donc là, je suis en train de chatter avec le vendeur et où en fait, à un moment, je dis j'aimerais quand même bien l'avoir en vrai. Et en fait, je bascule de ce mode qui est un mode qui est perçu, même si c'est un humain à l'autre bout, comme un peu froid et impersonnel, je peux basculer sur un mode qui est entre guillemets chaud et humain. Fnac Darty a lancé la réparation en visioconférence. Même chose, c'est-à-dire que là, je vois bien comment c'est un vrai humain qui me guide vraiment pour que je lui montre ce qui ne va pas dans ma machine et qui me donne le premier niveau de conseil pour que je puisse la réparer. Fnac aussi vend à travers des écrans directement, donc je peux rentrer en contact avec les vendeurs si je suis en train d'acheter. Si je pousse le truc à l'extrême, en bas, je suis dans une solution qui est une solution chinoise où, donc là, on est dans le médical et j'ai toute la chaîne. Donc en fait, c'est le mélange de la pharmacie, l'IA et le médecin humain. En gros, le principe, je rentre dans la cabine à droite, je commence par avoir une IA qui prend toutes mes données médicales. Donc une fois que tout est bien prêt, à ce moment-là, j'ai 1 minute de discussion avec un médecin. Et le médecin me dit, en fait, il vous faut ça, ça, ça et ça comme médicament,
qui sont immédiatement disponibles dans le distributeur qui est juste à côté. Donc là, on voit bien que si on pousse à l'extrême cet usage du digital, on voit bien comment, en fait, même si l'humain reste, parce que si j'ai pas le médecin au milieu dans cette chaîne qui va de l'IA aux médicaments, en fait, je n'ai pas résolu le sujet. Donc partout, on va voir comme ça le bon usage de l'humain au bon moment et au bon endroit. Dans les magasins eux-mêmes, donc là aussi, donc on sait, la digitalisation des magasins est un sujet fondamental. Et même chose, si je me projette à quelques années, il y a un certain nombre de solutions dont on sait qu'elles sont là, mais qui vont littéralement exploser. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc il y a, et là encore une fois, c'est un peu une tarte à la crème, mais le prix des tags RFID, année après année, descend et descend et descend. Donc il y a plein de secteurs sur lesquels c'était pas encore rentable d'avoir des étiquettes RFID sur tous les produits, mais on va vers un monde et on va vers un endroit où tous les produits seront comme des objets connectés. Tous les produits seront connectés. Si je vais dans une boutique Levi's aujourd'hui, la personne qui gère la boutique a une vision totale, temps réel, instantanée de partout où elle stocke. C'est-à-dire si j'ai quelqu'un qui a pris un jean blanc en 32-32 dans l'étagère qui est ici et qui l'a reposé dans une cabine, je le sais en temps réel. Tout mon stock, je le connais, tout mon renouvellement, je le connais. Donc en fait, si on se dit qu'on applique ça et ces principes-là à l'ensemble des produits qui peuvent être vendus, on voit comment, à quel point on peut avoir des expériences qui sont vraiment des expériences extrêmement augmentées. Amazon Go, on n'en parle même pas, on sait, donc on voit bien les technos qui sont derrière et comment tout ça est amené évidemment à se développer. Toujours chez Amazon, on a Style, où là, on est sur presque, on a envie de dire aujourd'hui low-tech, même si ça peut sembler très drôle dans le contexte, mais en fait, on est sur du low-tech de tag 3D, et où en fait, je vais simplement prendre le produit sur un cintre, je vais le scanner et scanner le tag, et ça va aller me préparer une cabine virtuelle dans lequel le produit à ma taille va m'attendre, et comme ça je peux donc toutes ces technologies-là, elles sont mûres, elles commencent à émerger. Même chose, je me projette à 3, 4, 5 ans. Comment est-ce que je vais pouvoir même imaginer de gérer un magasin sans ça? C'est-à-dire qu'en fait, si mon concurrent le fait, il va évidemment être 1000 fois plus efficace que moi. Donc là, il y a encore des questions de coûts, il y a encore des questions de process, mais tout ça est en train de mûrir, et quand on connecte tous les points, on sait forcément qu'on va arriver sur des choses aussi sophistiquées que ça. Donc, pour conclure, finalement, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est ces sujets sur lesquels il va falloir fatalement que vous regardiez de très très près comment, dans les années qui viennent, vous allez commencer à investir dessus. Ce n'est pas forcément des très très gros investissements tout de suite. En revanche, pour nous, les 6 sujets sur lesquels vous devez d'être attentif si vous êtes dans le retail, c'est les suivants. Donc encore une fois, on n'est pas dans de la rocket science de tendance incroyable qu'on aurait vu au NRF. On est dans cet essorage quand on regarde un peu tout ce qu'il y a de ce qui pour nous va être important. Donc généralisation de l'IoT, d'Internet des choses. Là aussi, c'est pas une tarte à la crème, ça vient. Et on peut pas faire l'impasse là-dessus. Tout ce qui est autour du delivery et de l'optimisation du delivery et de la supply à tous les niveaux, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit absolument optimaux. On a cette idée de hyper-localisation et de supply qui soit fragmentée. On a beaucoup de dark stores de proximité. Donc toujours cette réflexion-là, c'est quelque chose pour l'optimisation de la supply qui est absolument fondamentale. On a cette idée que si la donnée appartient à son propriétaire, alors il va falloir que je trouve des moyens de pouvoir la récupérer, de pouvoir l'échanger avec lui au moment où lui a besoin de l'échanger avec moi. Donc cette notion d'interopérabilité, de wallet de données personnelles, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. On parlait donc de cette humanisation et donc de comment est-ce que je rentre dans des conversations avec mon consommateur en utilisant et en optimisant ce nouveau capital digital.
Là aussi, il faut y passer du temps. Ça peut être lié au métaverse ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que là, il faut dépasser le chat. Bon, je vais pas faire le cliché du chat de chat GPT, mais évidemment qu'on est, on est en plein là-dedans et qu'on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Et puis, tous les parcours omnicanaux, forcément, je vais chercher toutes les solutions pour que ce soit le plus simple et le plus seamless possible. Et donc, vraiment, pour nous, c'est les accélérateurs et les enablers de tout ce qu'on vous a raconté dans cette présentation. C'est là-dessus que vous devez vous focuser. Donc on reste évidemment disponible pour en parler avec vous, pour essayer de tracer ensemble cette ligne qui vient du passé et qui va vers votre futur. Donc là, on est disponible tout de suite pour en parler dans le chat. Et si vous voulez pousser cette conversation après cette présentation et ce moment, je vous laisse découvrir mon adresse mail en ligne. N'hésitez vraiment pas à me contacter. Je serai très très heureux de discuter avec vous.